Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, silence, on cogne. En cette journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le titre du livre d'Alizée Bernard et de Sophie Boutboul résonne d'un écho particulièrement lourd. Silence, on cogne. Ce silence, c'est celui de la peur, celui de l'indifférence, celui de la sous-estimation systématique d'actes pourtant très graves. Le silence de ceux qui ne veulent rien voir ni rien entendre pour ne pas avoir d'ennui, ou qui voient un peu et entendent un peu, mais préfèrent ne rien voir et ne rien entendre parce qu'ils ne veulent pas se mêler des affaires des autres. Et puis il y a nos silences collectifs, ceux-là, sur des dysfonctionnements dont nous n'avons pas jusqu'à aujourd'hui voulu prendre conscience. Ce silence, ou plutôt ces formes de silence, tuent. Il continue de tuer. Et la litanie macabre des féminicides s'allonge. Je souhaiterais avoir une pensée particulière pour Madame Sylvia Hochet, qui a été tuée le 10 novembre dernier à coups de couteau à Oberhofen-sur-Moder, dans le Bas-Rhin, ainsi que pour Madame Aminata T, décédée elle aussi sous des coups de couteau le 12 novembre dernier, sous les yeux de ses enfants, à Montfermeil. Une des premières réussites de ce Grenelle a été, je crois, de briser cette chaîne du silence. Ça ne suffit pas, nous le savons, mais enfin, c'est indispensable. Ça n'est pas suffisant, mais c'est nécessaire. Briser cette chaîne du silence, libérer la parole des victimes et de leurs proches, celle des associations, celle des institutions aussi, des experts, des policiers, des magistrats, qui ne disposent pas toujours ni des moyens, ni des réflexes, ni même des clés pour répondre à ces situations. Je voudrais saluer la publication le 17 novembre dernier d'un rapport glaçant, certes, mais néanmoins d'un rapport de l'Inspection générale de la justice sur les homicides conjugaux. Ce rapport pointe des dysfonctionnements majeurs à toutes les étapes de la prise en charge des victimes. Il était important que ces conclusions soient publiques, non évidemment pour pointer des responsabilités individuelles, mais pour regarder en face les ressorts de quelque chose que l'on pourrait sans exagérer qualifier de faillite collective. Je salue à cet égard l'esprit de responsabilité de Madame la garde des Sceaux, qui s'est engagée avec courage et avec clarté dans une démarche d'examen, j'allais dire, s'agissant de l'institution dont elle a la charge, d'introspection, qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait conduit. Je voudrais également saluer le processus du Grenelle, saluer les membres des 11 groupes de travail, les participants des 51 comités locaux, qui, à l'invitation des préfets et des procureurs, ont réuni dans toute la France des élus, des professionnels du droit, de la santé, du logement, des associations, pour proposer des réponses qui s'adaptent à la réalité du terrain. Je voudrais aussi, vous le comprendrez aisément, rendre un hommage appuyé à Marlène Schiappa, sans qui ce Grenelle n'aurait pas eu lieu. La politique, c'est du verbe, mais c'est aussi de l'incarnation et de l'action. Et Marlène Schiappa a incarné cette action, cette conviction, cette résolution avec une maîtrise exceptionnelle. Et je veux donc la remercier très sincèrement. Et remercier aussi tous les membres du gouvernement, parce que ce que nous savons tous ici, c'est que la détermination d'un seul peut compter, mais que l'efficacité résulte d'une mobilisation collective, et qu'en sachant trouver les mots, en sachant incarner cette politique, je crois que Madame la secrétaire d'État a inspiré tous les membres du gouvernement, lesquels se sont tous engagés, ce qui est probablement un des éléments du succès de la mobilisation du Grenelle, en tout cas un élément qui tranche singulièrement avec la façon dont ces sujets étaient abordés jusqu'à présent. Ils étaient portés par un membre du gouvernement, ce qui était déjà bien, mais très largement insuffisant. Ils sont aujourd'hui, grâce, je le redis, à Marlène Schiappa, une politique gouvernementale d'ensemble. Les discussions de ce Grenelle ont été riches, elles ont été vives, elles ont été, et c'est tant mieux,
précises, pragmatiques, loin, je crois, des postures idéologiques. Elles ont permis d'effectuer une radiographie en profondeur, un examen de conscience de notre société, sans complaisance. Le principal défi reste cependant devant nous. Ce défi, c'est celui de la constance. Une constance qui doit s'exercer à deux niveaux. Au niveau de la mobilisation citoyenne et intellectuelle. Je souhaite que les groupes de travail qui se sont réunis continuent de le faire autant que de besoin. Je sais que c'est déjà le cas d'un certain nombre d'entre eux, en particulier du groupe que pilote le 10. Mais cette constance, cette permanence, je dirais, de l'activité, de la mobilisation intellectuelle, me paraît de bon augure. Le second niveau de constance, c'est celui de l'exécution et du suivi des mesures, car afficher des bonnes intentions est indispensable, mais les mettre en œuvre, là encore, est bien plus important. Permettez-moi à cet égard d'effectuer un premier bilan de la mise en œuvre des mesures d'urgence que j'avais annoncées le 3 septembre à Matignon déjà. Des mesures qui ont bénéficié de la dynamique que vous avez su insuffler à ce Grenelle. Cette dynamique, c'est d'abord une hausse sensible des appels au 3919, parce qu'il est mieux connu et donc plus utilisé. Depuis le Grenelle, le 3919 reçoit 600 appels par jour, alors qu'on était, je crois, dans une moyenne de l'ordre de 150 appels par jour auparavant. Dans la moitié des cas, vous le savez, les femmes qui appellent le 3919 demandent à quitter le domicile conjugal. Nous avons signé une convention entre le 3919, le 115 et le ministère du Logement pour cibler au plus vite les places d'hébergement, et les 1000 nouvelles solutions de logement et d'hébergement que nous avions annoncées seront bien ouvertes dès janvier 2020. L'audit que nous avons lancé sur les conditions d'accueil des femmes victimes de violences a quant à lui déjà concerné 130 services de police et brigades de gendarmerie. Nous avons également contacté dans ce cadre 350 victimes. J'avais annoncé l'élaboration d'une grille unique d'évaluation du danger. Elle vient d'être finalisée. Elle sera diffusée dès aujourd'hui à toutes les brigades et à tous les commissariats. De son côté, le Parlement a adopté à la quasi-unanimité la généralisation du bracelet anti-rapprochement. Je voudrais saluer l'esprit d'union nationale qui prévaut sur cette question depuis le Grenelle, un esprit qui doit perdurer jusqu'au bout du processus législatif pour que nous puissions déployer rapidement les 1000 bracelets dès 2020. Un dernier mot concernant ce volet parlementaire. Une proposition des députés Bérangère Couillard et Guillaume Gouffier-Chia entérinera dès janvier 2020 le principe de la suspension automatique de l'autorité parentale pour le conjoint meurtrier, ainsi que les possibilités d'aménagement par le juge pénal pour le conjoint violent. Là encore, nous modifions rapidement une partie des dispositifs légaux pour trouver des solutions et éviter le maintien de situations qui, au fond, sont parfaitement choquantes. Enfin, ont été désignés au sein du ministère public des juridictions de métropole et en Outre-mer des référents. Les chambres d'urgence sont en cours de déploiement. J'en rappelle la mission: assurer des circuits les plus courts possibles pour accélérer le traitement des procédures, faire en sorte aussi que les procureurs, les juges aux affaires familiales et les juges des enfants travaillent de manière coordonnée et que des informations capitales ne leur échappent pas au moment de prendre une décision. Ces mesures constituent un socle sur lequel nous allons pouvoir continuer à construire, grâce notamment aux 40 propositions du Grenelle que nous allons reprendre. Je ne vais pas toutes les détailler. Je voudrais revenir sur certaines d'entre elles qui peuvent créer l'électrochoc dont notre société a besoin. Ces mesures s'organisent autour de 3 axes que je voudrais rapidement brosser. Le premier vise à traiter les violences à la racine dès le plus jeune âge, en misant sur l'éducation. C'est le regard de toute une société qui doit changer, la façon dont nous envisageons les rapports entre les hommes et les femmes, bien sûr, la façon dont nous envisageons la violence dans ces rapports, la dénonciation très tôt, systématique, de cette violence comme mode ne serait-ce qu'envisageable de résoudre ou de formuler. Nous devons dire très tôt que ça n'est pas possible. Il faut que ça devienne une évidence. Et je sais que quand on parle de l'éducation, tout le monde croit, et moi le premier, à la valeur cardinale, je dirais, de l'éducation dans cette transformation sociale.
Mais tout le monde est aussi très conscient de la lenteur de ces processus. Et parfois, nos concitoyens, fascinés ou effrayés par l'enracinement de comportements dans l'histoire du pays, dans les profonds de la société, doutent de ce qu'une politique d'éducation serait susceptible d'obtenir des résultats rapidement. On ne va pas réussir à changer ça tout de suite. Quand la violence entre les hommes et les femmes est enracinée dans des comportements qu'on a vus chez ses parents, chez ses grands-parents, quand elle affleure dans toute une lignée familiale, et nous savons tous que c'est parfois le cas, peut-on vraiment espérer que la société dans son ensemble réussisse à contrecarrer cette malédiction, pour l'appeler ainsi? Je le crois profondément. Et nous avons beaucoup d'exemples qui nous montrent que si l'ensemble de la société envoie le même message à intervalles réguliers, au moment où c'est le plus important, sans jamais rien céder, sans jamais rien excuser, alors les comportements peuvent changer. Ça prend du temps, mais c'est un vrai beau combat social et politique. C'est même un merveilleux combat social et politique. Simplement, il faut le faire pied à pied, ne rien lâcher. Et c'est aussi vrai dans telle ville que dans tel village. C'est aussi vrai dans telle région que dans tel département. C'est vrai partout, tout le temps. La violence ne peut pas être envisagée. La violence physique, la violence psychologique ne peut pas être envisagée avec un œil ne serait-ce que éloigné, voire bienveillant. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Et nous devons le dire, et l'école doit le dire, les associations doivent le dire, tous les lieux de structuration des comportements sociaux doivent le dire, le répéter sans faire l'écho. Pour aider ce mouvement, dont je sais très bien qu'il est long, mais qu'il est possible, nous allons proposer aux enseignants une formation qui sera désormais obligatoire durant leurs études, puis de manière continue, sur l'égalité entre les filles et les garçons. Alors, on me dira aussi, mais enfin, les enseignants français, mais enfin, ils savent bien que les garçons et les filles sont égaux en droit et que la violence, c'est pas bien. Bien sûr. Tout le monde sait ça. Et c'est justement parce que tout le monde sait ça que nous obtenons les résultats actuels, qu'on a du mal parfois à comprendre l'expression d'une femme qui vient se plaindre dans un commissariat ou au greffe d'un tribunal ou dans une école ou parfois même dans un service de santé ou dans une famille. Bien sûr que tout le monde le sait. Mais il faut quand même enseigner des principes, des façons de l'exprimer, des façons de détecter ou de répondre. Ça fait partie d'un cursus de formation des enseignants et nous allons développer ce cursus de formation parce que nous pensons que c'est utile et précieux. Nous allons également demander aux établissements d'organiser chaque année un conseil de la vie collégienne ou lycéenne sur l'égalité entre les filles et les garçons. Nous demanderons que ce conseil soit l'occasion d'élaborer un diagnostic des relations dans l'établissement. Nous inclurons en outre un module de formation et de sensibilisation obligatoire aux violences conjugales dans le cadre du service national universel. En parler à tous les endroits de socialisation, à tous les moments de socialisation. L'institution scolaire peut nous aider à détecter les enfants victimes de violences ou qui sont témoins de ces violences. Encore faut-il se poser la question, encore faut-il avoir l'œil exercé, encore faut-il savoir traiter l'information qui parfois peut être donnée. Nous allons donc proposer au personnel des établissements un document unique de signalement qui, en plus de la formation, permettra de faciliter leur démarche. L'enjeu, vous l'aurez compris, c'est d'éradiquer dans notre inconscient tout ce qui peut nourrir le machisme ordinaire, partout, en métropole, mais aussi dans les Outre-mer, où les violences conjugales, on le sait, font des ravages et se reproduisent là aussi de génération en génération. Le deuxième axe vise à garantir le plus haut degré de protection aux victimes et à leurs enfants. L'exigence numéro 1 en la matière, c'est la réactivité. Dès les premières violences, y compris psychologiques, chaque minute compte. Grâce à l'implication de la Fédération nationale Solidarité Femmes, que je salue, il sera désormais possible de joindre le 3919 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. D'abord pour rompre la solitude, la peur aussi, puis pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Nous créerons également d'ici 2021
80 postes supplémentaires d'intervenants sociaux dans les commissariats et les brigades. Ils sont aujourd'hui 271, ils seront 80 de plus dès 2021, et ils constituent des maillons essentiels d'accueil, de première prise en charge de femmes qui déposent plainte. Nous allons également supprimer certaines absurdités juridiques. Je dis absurdités juridiques avec beaucoup d'humilité devant des sommités du droit, mais néanmoins, je pense à l'obligation alimentaire qui figure dans le Code civil et qui contraint les enfants à subvenir aux besoins de leurs parents, donc de leur père, y compris quand celui-ci a assassiné leur mère. Ça existe, c'est appliqué, et nous allons donc le supprimer, parce que ça n'a, je crois, pas véritablement de sens, si ce n'est de continuer à faire souffrir pendant des années et des années ceux qui ont déjà eu le malheur d'avoir à connaître de ces situations. La proposition de loi des députés que j'ai citée, Bérangère Couillard et Guillaume Gouffier-Chia, demandera au Parlement de supprimer cette obligation dans ces situations. Mieux protéger, c'est aussi porter un regard lucide sur certaines pratiques. Je pense aux médiations familiales qu'on propose comme alternative à des poursuites dans le domaine pénal ou comme alternative à une décision du juge aux affaires familiales en cas de séparation. Alors, il ne s'agit pas du tout de supprimer cette procédure qui a fait ses preuves dans le traitement de situations parfois conflictuelles, mais pas violentes. En revanche, dans le cas des violences conjugales, elle conduit parfois à faire durer, voire à aggraver une situation de violence. C'est pourquoi, dans un certain nombre d'hypothèses, nous l'interdirons. Mieux protéger, c'est également mieux définir dans notre droit ce que recouvre le terme de violence, à la fois leur nature, physique, psychologique, et dans toutes leurs conséquences. Pour ce faire, nous allons créer une nouvelle circonstance aggravante pour les auteurs de violences dans le cas de harcèlement ayant conduit au suicide ou à une tentative de suicide, et ce pour sanctionner plus lourdement les personnes à l'origine de ce que l'on appelle parfois le suicide forcé. Nous inscrirons aussi dans le Code civil et dans le Code pénal la notion d'emprise. L'emprise conjugale, c'est la prise de possession d'un membre du couple par l'autre, une prise de possession qui s'installe de manière progressive et implacable, parfois même sans que la victime s'en aperçoive, et qui s'apparente, on utilise l'expression, elle est terrible, à un enfermement à l'air libre. En le caractérisant dans la loi, on va dire à ces femmes qui sont victimes de cette emprise, vous n'êtes pas à l'origine de ce qui vous arrive, vous en êtes les victimes, et on traite ainsi les violences physiques et psychologiques, étant entendu que la violence psychologique est souvent le préalable à la violence physique. Enfin, nous devons soulever la question très difficile, très redoutable, et que j'évoque avec beaucoup de retenue et de prudence, la question difficile du secret médical. Et alors j'en parle avec d'autant plus de prudence que Madame la ministre des Solidarités et de la Santé est en face de moi. Le secret médical, c'est un principe fondateur au cœur de la confiance qui lie le patient à son médecin. Et ce principe, qui prévoit des exceptions en nombre très réduit, nous devons évidemment le préserver, nous devons le respecter. Nous avons cependant tous en tête l'exemple de cette femme que cite le rapport de l'Inspection générale de la justice, qui s'est rendue à 10 reprises aux urgences entre 2005 et 2014, donc 4 fois durant la même année, et dont le cas n'est évidemment pas isolé. C'est pourquoi nous devons, lorsque cela peut sauver des vies, offrir la possibilité aux médecins de déroger au secret médical. Je souhaite que cela concerne des cas très stricts, encadrés, les cas d'urgence absolue où il existe un risque sérieux de renouvellement de violence. Les modalités concrètes de cette levée de secret médical ont déjà commencé à être concertées avec les professionnels, en particulier avec l'Ordre des médecins. Cette concertation va se prolonger afin que nous puissions aboutir à un dispositif protecteur des victimes et sécurisant pour les professionnels. Car insécuriser les professionnels n'aiderait pas particulièrement les victimes non plus. La ministre de la Santé rencontrera le président du Conseil de l'Ordre des médecins pour finaliser le dispositif. C'est une discussion sensible, délicate, mais dont nous considérons que si elle permet d'aboutir à un dispositif
sur lequel s'accordent les professionnels, nous aurons là un instrument qui permettra sans aucun doute d'alerter très efficacement et de ne pas, consciemment ou inconsciemment, fermer les yeux ou garder pour soi une alerte qui, transmise, aurait pu éviter des drames. J'en viens maintenant au troisième axe autour duquel ces mesures s'organisent. C'est aussi un axe qui traite d'une question difficile. Je veux parler du suivi et de la prise en charge des auteurs des violences. Longtemps, cet aspect a été mis de côté parce que l'urgence commandait, et commande toujours d'ailleurs, de protéger les victimes. Et parce qu'il n'était pas toujours politiquement correct d'affirmer que les auteurs de violences contre les femmes ont besoin d'un suivi psychologique, psychiatrique ou parfois d'addictologie. Mon objectif n'est pas d'apporter une réponse bien pensante. Mon objectif, c'est d'essayer de faire en sorte d'apporter une réponse complète et efficace. Parce que derrière ce sujet se trouve celui de la prévention de la récidive. Le temps est donc venu, me semble-t-il, d'ouvrir un nouveau pan de l'action publique, à côté de l'accompagnement, de la prévention, de l'ensemble des mesures destinées aux victimes, celui de la prise en charge des auteurs. D'abord en réalisant des évaluations médico-psychosociales des auteurs de violences dès la phase de l'enquête pour les orienter le plus vite possible vers les dispositifs et vers les spécialistes adaptés au traitement des causes de cette violence. Les comités locaux ont identifié des expériences encourageantes à Saintes ou à Clermont-Ferrand. Je pense au groupe de parole qui semble fonctionner pour les auteurs les plus immatures ou aux mesures d'éviction avec un accompagnement adapté. Le Grenelle a permis de recenser un grand nombre d'initiatives locales très efficaces. Il appartient à l'institution judiciaire de s'en saisir. Pour nourrir ces décisions, nous voulons nous appuyer sur ces initiatives. Mais l'institution judiciaire ne peut pas tout traiter. C'est pourquoi nous allons lancer un appel à projet pour que 2 centres de prise en charge des hommes violents voient le jour dans chaque région. Ces centres permettront de suivre psychologiquement l'auteur de violence et donc d'offrir la possibilité à sa victime de demeurer à son domicile, car après tout, ce devrait être à l'auteur des violences de partir, non à sa victime. Enfin, nous expérimenterons de nouveaux dispositifs pour contraindre plus fortement les auteurs de violences qui sont alcooliques à se soigner dans un contexte où l'alcool est présent à 30 ou 40% des cas, à l'origine des cas ou dans les manifestations de violence en termes de violence conjugale. Un dernier mot sur la question des moyens. C'est une critique que l'on voit souvent fleurir, c'est une question qui est régulièrement posée. J'ai eu l'occasion un jour d'exprimer en la matière le refus d'un fétichisme du chiffre. Bien souvent, on compare la situation de la France à celle de l'Espagne, où le gouvernement va allouer 1 milliard d'euros sur 5 ans, c'est-à-dire 250, en l'occurrence 200 millions d'euros par an, à la lutte contre les violences faites aux femmes. Je ne veux pas rentrer dans une concurrence stérile et au fond assez indécente, mais je voudrais juste présenter les chiffres tels qu'ils sont dans notre pays. D'abord, le gouvernement consacrera l'année prochaine plus d'1 milliard d'euros à l'ensemble des actions en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. Dans le cadre de cette somme, nous dédierons 360 millions à la lutte contre les violences faites aux femmes, en une année. On rappelle la comparaison avec l'Espagne. Une année, 360 millions exclusivement sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Plusieurs ministères contribuent. Et je sais, c'est vrai s'agissant de cette politique, c'est vrai s'agissant d'autres politiques publiques qui sont le fait de plusieurs ministères, que lorsque plusieurs ministères contribuent financièrement à une politique publique, c'est assez difficile de lire l'effort financier. Et parce que un certain nombre de ressources sont concentrées dans le ministère du Logement, dans le ministère de la Justice, dans le ministère de la Santé, bref, dans un très grand nombre de ministères. Mais je voudrais quand même indiquer que parmi les principaux contributeurs, on retrouve le ministère de l'Intérieur, à hauteur de 220 millions, le ministère du Logement, à hauteur de 90 millions, le ministère de la Justice, qui mobilise 10 millions d'euros. J'ajoute que ces crédits ne tiennent pas compte des dispositifs qui vont bénéficier aux victimes de violences, comme les espaces rencontres, ces lieux neutres qui permettent aux parents d'échanger les enfants dans les cas de violences conjugales,
des lieux auxquels nous allons accorder, parce qu'ils fonctionnent, un financement complémentaire de 30 millions d'euros d'ici la fin du quinquennat. Les financements sont donc là, ils sont massifs. Ils bénéficieront aux victimes et à tous ceux qui leur portent assistance. Il ne manque pas d'argent. Cette politique publique, elle est faite d'une prise de conscience générale qui ne relève pas seulement du gouvernement, loin s'en faut, qui relève du travail admirable mené par les associations et toutes celles et ceux qui veulent à un moment porter ce combat. Prise de conscience, mobilisation des moyens publics et des moyens non publics et financement. L'ensemble des conditions sont réunies pour que cette politique publique puisse produire un effet. Dommage. Si vous avez comme moi des ados à la maison, vous connaissez peut-être cette chanson. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'avoir des ados pour connaître cette chanson. Je ne sais pas pourquoi on me fait dire ça. Des gens qui... Bref, vous connaissez peut-être cette chanson du duo de rap français Big Flo et Oli. Dommage. Ça raconte l'histoire de Pauline. Pauline, je cite, elle est discrète, elle oublie qu'elle est belle, elle a sur tout le corps des taches de la couleur du ciel. Son mari rentre bientôt, elle ne veut même pas y penser. Quand il lui prend le bras, c'est pas pour la faire danser. Après la dernière danse, elle ne s'est pas relevée. Et de conclure, on a tous dit « Ah, c'est dommage, ah, c'est dommage ». Eh bien, avec ce Grenelle, notre société affirme, exige même qu'il n'y ait plus de femmes avec des taches de la couleur du ciel sur la peau. Et surtout, elle dit que nous ne voulons plus entendre le « Ah, c'est dommage ». Alors je sais qu'il sera toujours facile de désigner quelqu'un lorsqu'il y aura à l'avenir un nouveau « Ah, c'est dommage ». Ce sera parfois un « Ah, c'est dommage » enragé, tellement nous sommes en colère de ce genre de ces féminicides qui se répètent. Et on pourra toujours désigner ici ou là la société qui n'a pas fait son travail, l'État qui aurait failli. Je préfère me concentrer pour ma part sur ce que nous faisons et sur ce que nous devons faire. Mobilisons l'ensemble de la société, pas simplement la puissance publique, l'ensemble de la société. Actionnons l'ensemble des leviers à notre disposition dans tous les domaines de la politique publique. Et je voudrais saluer, je sais qu'ils sont représentés, les représentants des collectivités territoriales. À l'occasion du dernier congrès des maires, des conventions ont été signées avec les représentants des maires de France. Quand je parle de la mobilisation de l'ensemble des leviers publics, ce n'est pas simplement les leviers publics de l'État, c'est l'ensemble des leviers, l'ensemble des collectivités, l'ensemble des groupements d'hommes et de femmes qui œuvrent en essayant d'atteindre l'intérêt général. Ce n'est pas toujours facile. Mais tous ces leviers doivent être mobilisés. Et ensuite, des financements qui sont au rendez-vous, afin que nous puissions avoir les moyens d'une politique publique complète. Nous ne voulons plus entendre « Ah, c'est dommage ». Nous voulons dire que nous allons, par une mobilisation complète de la société, obtenir des résultats et faire en sorte que ces comportements, cette malédiction, mais je dis malédiction en sachant qu'une malédiction, c'est quelque chose contre quoi on ne peut rien, alors que, en l'occurrence, nous pouvons tout, nous pouvons faire changer les comportements. Notre pays l'a fait dans des domaines bien différents. Et ça semblait aussi difficile. Donc nous pouvons le faire, nous allons le faire, et nous allons le faire grâce à vous, et je vous en remercie 1000 fois. Merci beaucoup. Je crois comprendre qu'il y a une photo à réaliser. Merci de tout cœur, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais très simplement, au nom du gouvernement, remercier les 4500 personnes qui se sont mobilisées dans l'ensemble des groupes de travail, des 11 groupes de travail thématiques du Grenelle des violences conjugales, parce que c'est grâce à cette mobilisation que le gouvernement peut maintenant présenter des mesures solides, fondées sur la base de cette intelligence collective et de ce travail des experts. Et je voudrais, au nom du Premier ministre, inviter chacun à monter sur la scène pour que nous puissions faire une photo de famille, parce que le plus difficile est devant nous, mais nous devons ensemble prendre à bras-le-corps ces mesures pour les mettre en œuvre collectivement. Je vous remercie.
Merci beaucoup.